Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier. Trump, Poutine, l'Europe au menu. Est-on en train de se faire manger tout cru? Voici l'arrivée des Américains et des Russes en Arabie Saoudite. Ils poursuivent en ce moment même leur discussion à Jeddah pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine. Mais vous connaissez l'expression, quand on n'est pas à la table, c'est qu'on est au menu. Et c'est peut-être bien ce qui est en train de nous arriver. Et l'Europe de l'Est l'a bien compris. Elle se barricade. Regardez, ce sont les pays voisins de la Russie qui sont prêts à tout pour assurer leur sécurité et même à installer des mines antipersonnelles pourtant interdites. D'autant plus que les mots du clan Trump ne sont pas rassurants. Steve Witkoff, l'émissaire américain, déclare sa flamme à Vladimir Poutine. Il n'y a pas de quoi paniquer, c'est ce qu'il martèle. Vraiment? Nous poserons la question à Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS. Regardez, il est juste derrière moi et il est notre invité dans ce grand dossier. Mais d'abord, écoutons l'émissaire américain et son numéro de charme au Kremlin. Je ne crois pas au fait que Poutine veuille envahir l'Europe. La situation est très différente de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas l'OTAN. Vous avez des pays qui sont désormais armés. Je prends donc Vladimir Poutine au mot. Et pour en parler, on est avec Magali Barthès. Bonsoir Magali. Bonsoir. Merci d'être la éditorialiste internationale LCI. Guillaume Roquette, bonsoir. Merci également d'être la directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Colonel Michel Goya, bonsoir. Consultant militaire LCI et historien. Et puis on est avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface. Vous êtes directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin et dont la couverture s'affiche ici à l'écran. D'abord, une réaction sur ces derniers mots de Steve Witkoff avec vous, Magali Barthès, vous qui connaissez si bien la politique américaine. Est-ce que ça vous étonne, ce changement de ton? On dirait que finalement les Américains ne s'en cachent même plus de cet amour pour la Russie. Bon, il est certain que Witkoff a eu 2 entretiens avec Vladimir Poutine depuis le 20 janvier. Il a passé de longues heures avec lui. Et c'est vrai qu'on le sent maintenant, à mesure qu'il enchaîne les interviews, il reprend aussi beaucoup du langage du Kremlin. Ce qu'il dit là, en même temps, réhabilite presque l'OTAN, parce qu'il dit on n'est pas dans la même position que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, l'OTAN marche encore. Il ne croit pas à cette invasion, cette tentative de conquête, d'aller plus loin. Bon, après, en France, beaucoup aussi n'y croient pas. Moi, je reviens de Bruxelles, au Conseil européen. Autant les États baltes, la Pologne, oui, sont convaincus qu'il y a une menace et peut-être même dans un temps très très restreint. Autant en Espagne, au Portugal, tout ça, on se trouve très 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 loin de cette menace russe. Alors les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment encore davantage. Mais en tous les cas, ce qui est frappant là, dans les dernières déclarations de Witkoff, c'est que oui, on a l'impression quand même que au départ, lui qui cherchait quand même à ménager un peu les deux parties, on sent que la neutralité a fait long feu et que c'est quand même un peu bas les masques et qu'il reprend beaucoup des arguments. Pour vous, c'est bas les masques aussi, Guillaume Roquette, parce que c'est vrai que Magali Barthès le disait. On sent plus beaucoup de neutralité de la part des États-Unis dans toute cette affaire. Non, c'est vrai, mais bas les masques, ça voudrait dire que Trump a trompé son monde. Trump et son administration. Oui, ça veut dire que depuis le début, il aurait été pro-russe. Il y a, et je vais vous dire, dès avant sa réélection, en fait, il y a une vraie continuité dans le narratif trumpiste sur cette guerre en Ukraine. Moi, ça m'a frappé parce que j'ai repris les attaques de Trump contre l'administration Biden, donc sous le mandat précédent, et c'était un thème récurrent. Quand on va dire l'administration américaine se trompe, elle ne devrait pas soutenir l'Ukraine comme elle le fait, la Russie n'est pas dangereuse, et parallèlement, l'Europe doit apprendre à se débrouiller toute seule. Donc en fait, il y a une continuité chez Donald Trump, et il n'y a pas vraiment de surprise dans la mesure où tout ça est cohérent. Simplement, pourquoi est-ce que ça continue de nous choquer? Parce que pour nous, c'était inimaginable que les États-Unis
change ainsi de camp, c'est-à-dire quitte la coalition occidentale. Je rappelle que c'était l'Amérique qui était le principal pourvoyeur d'argent et d'armes à l'Ukraine, pour en gros accepter toutes les conditions qui sont celles de la Russie. Donc, comme on est encore sous le choc, il y a un effet de sidération et on dit c'est pas possible. Et tous les jours, on espère qu'il va changer de narratif. Eh ben non. Vous aussi, vous dites c'est pas possible, Michel Goya, ou vous dites je l'avais bien dit depuis le début? Non, je pense que nous sommes dans une version du multivers où le président des États-Unis est passé à l'Est. Et le président des États-Unis et ses affidés sont complètement passés à l'Est. Alors effectivement, c'est tellement surprenant que ça engendre une forme de dissonance cognitive. On se dit non, c'est pas possible. C'est tellement contraire à... C'est un peu trop gros pour vous. Oui, je pense même d'ailleurs que du côté russe, on se dit non, c'est trop gros aussi, c'est trop facile. Et il y a sûrement un plan caché quelque part. Mais non, il n'y a pas de plan caché. C'est complètement hallucinant. Quand vous écoutez effectivement les déclarations de Witkoff, des différents entretiens qu'il a fait, c'est ahurissant. Ahurissant, à la fois ahurissant, parfois de niaiserie, quand il s'extasie devant Vladimir Poutine qui est allé, soi-disant, aller prier pour son ami Donald Trump après la tentative d'assassinat, s'extasiant devant le portrait de Trump offert par Vladimir Poutine. On est dans des choses qui sont assez hallucinantes, mais là où c'est vraiment plus dangereux, c'est qu'il reprend intégralement les arguments et tout le narratif, tout le discours de la Russie. Oui, Pascal Boniface, vous trouvez aussi que les États-Unis sont complètement décomplexés quand ils reprennent le narratif du Kremlin? En fait, ils suivent les intérêts tels qu'ils les conçoivent. On peut penser qu'à long terme, c'est très dangereux pour les États-Unis de se couper des pays européens parce qu'ils exercent sur les pays européens une influence qui leur rapporte, qui leur est utile. Ils ont décidé d'abandonner l'Europe et comme ils ont besoin de voir la paix entre la Russie et l'Ukraine, eh ben, ils considèrent que la Russie n'est pas une menace. Et s'ils disent que la Russie est une menace, ils ne pourraient pas aller vers la paix telle qu'elles le font en ce moment. Et donc, en fait, leur intérêt, c'est d'arrêter cette guerre parce qu'ils trouvent que ça leur coûte trop cher, que ça les bloque un petit peu. Et donc, ils font semblant de penser qu'il n'y a pas de problème russe. Sur le côté, finalement, Poutine est un bon gars, il est allé prier pour Trump, c'est quelque chose qui peut parler aux électeurs américains, parce qu'il personnalise un peu quelque part. Lui-même, bien sûr, n'est pas naïf au point de penser que ça peut être vrai, mais il y a besoin d'avoir ce récit, une fois encore, parce que c'est la définition qu'ils ont des intérêts américains, même si on peut penser que faisant cela, ils scient un peu la branche sur laquelle ils sont assis parce que la garantie qu'ils donnaient aux pays européens par l'article 5 de l'OTAN, loin de leur coûter, leur rapportait beaucoup. Mais maintenant, ils ont fait un autre choix et donc c'est une autre Amérique. Effectivement, pour les Européens, on a un peu l'impression, beaucoup d'Européens pensent c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Bah non, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Guillaume Roquette. Oui, moi, ce que je pense, c'est que y a des Européens, Magali Barthès le disait à l'instant, qui pensent la même chose que Trump. Simplement, absolument. Ils n'osent pas le dire trop fort. Mais il y a aussi des présidents... de plus en plus, ils le disent de plus en plus fort. Oui, ils le disent, mais le problème, c'est que ça apparaît un petit peu inhumain. Et pour cause, parce que ça veut dire laisser tomber l'Ukraine. Mais il y a un ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui a toujours dit on aurait dû laisser l'Ukraine dans la zone d'influence russe. Vouloir l'attirer vers l'Ouest, la faire entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, était une forme de provocation. Alors, ça ne justifie pas, bien sûr, l'invasion. Le fait qu'il y a eu cette intervention militaire, ça, c'est inacceptable. Mais sur le fond, cette idée que l'Ukraine doit rester plus ou moins dans la zone d'influence russe, c'est une idée qui est partagée par beaucoup, en fait. Ouais, je vous montre d'autres extraits de ce qu'a dit cet émissaire américain Steve Witkoff, notamment ce qu'il a dit hier. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a des griefs des deux côtés, mais notre boulot, c'est de réduire les problèmes, réunir les parties et mettre fin au massacre. Ça, c'est ce qu'il a dit hier. Écoutez aussi ce qu'il a dit il y a quelques heures sur les territoires qui sont actuellement occupés par la Russie en Ukraine. Vous savez, la région de Louhansk, c'est une région russophone, et il y en a d'autres. Là-bas, il y a eu des référendums, et l'écrasante majorité de la population a indiqué vouloir vivre sous la loi russe. Je pense que c'est la question clé du conflit. Ouais. Pascal Boniface, est-ce que ça vous choque d'entendre ces mots de Steve Witkoff qui dit clairement qu'il y a une partie de cette population qui est occupée en Ukraine qui avait finalement envie de devenir russe aussi, et, qui explique que tout est compliqué en gros. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a acquisition de territoire par la force et que ceci est illégal au niveau du droit international, mais que le respect du droit international n'est pas
le problème des États-Unis. Oui. Quand vous réclamez le Canada et le Groenland, vous vous occupez pas si un pays auquel vous voulez faire des affaires occupe une partie d'un pays voisin. Donc effectivement, il y a peut-être des russophones et des russophiles dans le Donbass, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été massacrés, beaucoup de gens qui ont été expulsés, et surtout, il y a quelque chose qui est contraire au droit international, mais en fait, qui va finalement être accepté non pas de droit, mais de fait, parce que c'est aussi la réalité militaire sur le terrain. Et en fait, on voit bien que l'émissaire américain fait tout pour rendre acceptable cela, en renvoyant dos à dos. Ce qu'il dit, c'est qu'il renvoie dos à dos Russes et Ukrainiens. Alors, on a peut-être commis des erreurs à l'égard de la Russie, mais aucune ne justifie le recours à la guerre. Et donc, Witkoff dit un peu, finalement, la guerre, c'est de la faute de tout le monde. Oui, et Magali Barthès, c'est comme ça que vous comprenez aussi ces termes. Oui, et puis il faut garder en tête que Witkoff, c'est pas du tout un diplomate, c'est pas un homme politique, c'est un businessman, c'est un copain de Donald Trump, un magnat de l'immobilier lui aussi. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un deal, c'est obtenir un accord le plus rapidement possible, comme lui a demandé Donald Trump. Et donc, en effet, il cherche à minimiser la menace, à la faire accepter aussi, à faire accepter ces négociations aux Américains, qui sont quand même extrêmement sceptiques. Les derniers sondages montrent que la population américaine, elle est très très critique de ce virage pro-russe de l'administration Trump. 39% estiment seulement que Trump traite l'Ukraine et la Russie équitablement. La majorité pense que Donald Trump est allé trop loin dans le soutien à la Russie. Donc on a un Witkoff qui essaye de se justifier en permanence et qui va chez qui va chez Tucker Carlson, qui est quand même un ancien de Fox News, qui s'est fait virer de Fox News et qui a monté sa propre émission de télévision, qui est allé déjà interviewer Vladimir Poutine à Moscou et qui, pendant toute la campagne, était dans tous les meetings de Donald Trump pour expliquer qu'il fallait arrêter de payer pour l'Ukraine, que c'était pas le problème des Américains. Donc c'est vrai qu'on est dans toute cette lignée dont vous parliez à l'instant, qui est en effet quelque chose qui a été préparé, mais on sent quand même que l'électorat américain, même s'il a voté pour Trump, est lui-même quand même assez réticent de voir à quel point Donald Trump et son équipe va quand même très très loin dans le soutien à la Russie. Justement, partons à Washington pour retrouver nos correspondants sur place. Léa Merlier, Mathieu Derrien, bonjour à tous les deux. On a entendu par la voix de Steve Witkoff que finalement les Américains, ou en tout cas le clan Trump, ne s'en cache même plus. Il reprend mot pour mot la version du Kremlin. Déjà dans les propos tenus par Steve Witkoff, ce qui apparaît, cette espèce de relativisme américain. Il explique notamment que Vladimir Poutine n'a absolument pas l'intention de s'emparer de toute l'Europe. Une rhétorique qu'on retrouve aussi dans le choix des adjectifs qu'il emploie pour décrire Vladimir Poutine. Dans ses dernières interviews, il parle d'un homme digne de confiance, franc. Il va même jusqu'à dire Vladimir Poutine veut la paix. Steve Witkoff reprend à son compte le narratif russe sur l'avenir des territoires ukrainiens que Moscou veut annexer, en expliquant que ces territoires ont fait l'objet d'un référendum et que donc légitimement Moscou peut les réclamer. Je le rappelle tout de même, des référendums qui n'ont jamais été reconnus par l'ONU. On en vient à se demander si, sous couvert d'organiser des négociations pour la paix, les États-Unis ne sont pas en train d'assurer leurs relations futures avec la Russie. Merci beaucoup Léa Merlier avec Mathieu Derrien. Guillaume Roquette, vous vouliez réagir? Oui, je voulais prolonger ce que dit votre correspondante à l'instant, parce qu'effectivement c'est important sur ce sujet des référendums. D'abord, effectivement, ces référendums pour valider supposément l'annexion par la Russie de territoires du Donbass, ils ont été très largement manipulés, forcés par Moscou. Ce qu'il faut dire, c'est que en 1991, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, dans toutes les ex-républiques soviétiques, il y a eu des référendums. Voulez-vous rester dans la Fédération de Russie ou voulez-vous prendre votre indépendance? En Ukraine, il y a eu une nette majorité pour l'indépendance, mais quand on regarde oblast par oblast, même dans le Donbass, il y avait une majorité qui était favorable à l'indépendance. Là où elle était la plus faible, de mémoire c'était 53%, c'était en Crimée. Mais donc même en Crimée... Alors, on peut dire aussi que c'est pas noir ou blanc, parce qu'effectivement, il y avait quasiment la moitié de la population de Crimée qui voulait rester russe. Mais c'est pas vrai de dire que par référendum, les populations locales ont voulu rester russes, parce que quand on leur a demandé librement au moment de l'explosion de l'URSS, ils ont dit on est pour l'indépendance. Oui. Michel Goya.
Witkoff est avocat, donc le droit, normalement, ça devrait lui parler quand même. Mais visiblement, non, il s'en fout. Le droit international, il s'en fout. Il y a eu une agression délibérée d'un pays, aucune importance. Il y a eu des faux référendums, des référendums bidons reconnus par personne. Ça, il s'en fout complètement. Il se fout, en réalité, des faits. Il n'est même pas capable de citer toutes les provinces russes qui ont été, enfin les provinces ukrainiennes, pardon, qui ont été annexées de force par les Russes. Ça l'intéresse pas en fait. Voilà, il y a une vision des choses qu'il faut appliquer. Et au passage, plus largement, effectivement, si on parle il y a de toute cette notion de zone d'influence de la Russie, alors il n'y a pas que l'Ukraine qui est concernée. C'est-à-dire que là, vous êtes balte, par exemple, on va en parler, vous êtes polonais, vous dites, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Que la Russie, finalement, a le droit, au bout du compte, d'exercer sa suzeraineté au moins, voire conquérir les anciens territoires de l'Union soviétique, voire les anciens pays satellites. Oui, donc les voisins et que les Américains ont des raisons d'être inquiets. C'est ça que ça veut dire le message au fond. Et clairement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, moi je serais balte actuellement, je serais très inquiet, quoi. Oui, alors on n'a pas beaucoup d'infos qui filtrent sur les négociations du jour. On le rappelle, en Arabie Saoudite, Russes et Américains sont actuellement en train de discuter depuis déjà de nombreuses heures. Elles sont à Riyad. Alors on a juste vu l'arrivée des délégations. Les pourparlers sont en ce moment même. Mais regardez aussi ce qu'a déclaré Steve Witkoff. Toujours, décidément. Je pense qu'il y a cette sorte d'idée selon laquelle nous devons tous être comme Winston Churchill. Guillaume Roquette, ce qui est intéressant, c'est qu'il accuse aussi les Européens de se prendre pour Churchill et de vouloir être les faiseurs de paix aussi. C'est ce qu'il dit dans cette interview. Oui, parce que s'il y a un homme qui a fait la guerre jusqu'au bout, c'était bien Churchill. Donc cette citation, cette allusion est quand même effectivement un peu surprenante. Parce que les Britanniques, ils ont fait la paix, comme d'ailleurs les Américains, mais une fois que l'Allemagne était vaincue militairement. Oui. Et donc, cette comparaison, elle a évidemment pas de sens. Je pense que si Witkoff l'utilise, c'est parce qu'il sent bien qu'il y a quand même quelque chose d'un peu déshonorant dans l'attitude américaine. Et on appelait à Churchill, qui est vraiment la figure par excellence du courage occidental, de la défense des valeurs, aussi d'une forme de bellicisme. Churchill, encore une fois, a fait la guerre jusqu'au bout, en promettant à son pays de la sueur. Mais il faut parfois aussi faire la guerre pour avoir la paix. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, l'idée, c'est que la paix doit l'emporter sur toute chose. C'est-à-dire que c'est la paix avant tout. Trump passe son temps à répéter qu'il y a déjà eu trop de morts. C'est exactement l'inverse de l'attitude de Churchill. Cela dit, Churchill, après la guerre, tout héros qu'il était, il s'est représenté aux élections, il a été battu. Donc peut-être que Witkoff se dit, de toute façon, vouloir faire la guerre et être courageux, c'est pas payant politiquement. Oui, mais là aussi, c'est une façon de reprendre les arguments de Vladimir Poutine, parce que la Russie ne cesse de dénoncer la militarisation de l'Europe, le plan de la Commission proposée pour réarmer l'Europe. Tout ça est dénoncé du côté du Kremlin en disant, regardez les va-t-en-guerre européens. Donc, de dire on n'a pas besoin de se prendre pour Churchill, c'est une façon de reprendre quelque part les arguments russes. Sur les négociations, alors oui, Witkoff peut dire tout se passe bien, on approche, on n'a jamais été aussi proche de la paix. Il semble quand même côté russe que les consignes soient de gagner du temps, de négocier chaque virgule pour aller le plus lentement possible. Et puis les Russes ont affirmé que ça allait être compliqué aujourd'hui. Voilà, ils ont déjà donné le ton. Ils ne cessent de dire que on n'y est pas. Alors que Witkoff, on sent cette volonté d'y croire coûte que coûte, cet optimisme forcené pour essayer de justifier justement le fait qu'on cède et on veuille une paix à tout prix. Mais en réalité, côté russe, on voit bien que les négociations n'avance pas du tout aussi vite que le souhaitent les Américains et qu'en effet, le but est davantage de gagner du temps, de parler de sujets comme celui de la mer Noire, plus que de parler d'un cessez-le-feu global. Et surtout, les Russes se montrent de plus en plus en colère. Après nous, regardez Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui s'est exprimé ces dernières heures et qui accuse l'Europe de jouer à un jeu dangereux.
Il est clair maintenant que les Européens sont dans une position difficile. Maintenant, il y a un autre shérif en ville. Et le nouveau shérif dit, les gars, je ferai tout, mais vous paierez pour ça. Allez les 27, augmentez vos dépenses de défense et ensuite nous parlerons. Ils doivent alors sortir de leur zone de confort, mais ils le font en adoptant une attitude militariste très agressive. Nous entendons M. Macron parler d'un parapluie nucléaire pour l'Europe. Cela semble très dangereux. Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant à Moscou, en Russie. C'est vrai que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on s'en prend plein la figure. On est devenu le nouvel adversaire, ou en tout cas on l'a toujours été, mais on n'est plus que jamais l'adversaire de la Russie, nous l'Europe. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Alors cette phrase de Peskov est assez intéressante parce qu'elle est révélatrice de la nouvelle rhétorique de Moscou. Jusqu'à la fin de l'année 2024, c'était l'Occident dans sa totalité qui était visé dans les discours médiatiques, politiques et accusé d'être agressif et belliqueux. Et aujourd'hui, on le voit encore à la télévision russe, ce rôle échoit aux nations européennes. Si vous faites attention à ce que dit Peskov, il y a plusieurs choses en réalité. Déjà, il flatte Donald Trump en disant lui, c'est le shérif, c'est le patron, c'est le vrai mec, le vrai moujik, hein, comme on dirait en Russie. Et à côté de lui, il y a les Européens, les vassaux, qui paradoxalement sont présentés comme une menace, mais qui sont un petit peu moqués pour leur prétendue faiblesse, pour la petitesse de leur territoire. Vladimir Poutine, il y a encore quelques jours, disait on parle des pays du G7, mais moi je ne les vois même pas sur une carte, ces pays. Donc c'est aussi une manière pour les Russes de se positionner comme des grands qui parlent à l'autre grande puissance, les États-Unis, et qui ignorent les Européens. Merci beaucoup Jérôme Garraud. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure depuis Moscou. Guillaume Roquette, ça vous a fait rire ce que pense le Kremlin de nous? Oui, parce qu'il parle des moudjiks, c'est ça? Oui. Moi, je pensais que le moudjik, c'était plutôt un paysan. Donc effectivement, c'est le côté dur probablement et viril qui lui plaît. Mais quand je vois comment Trump se comporte à Mar-a-Lago, je n'ai pas exactement l'impression qu'il a le mode de vie et la sobriété d'un moudjik. Allez, on revient dans un instant dans ce grand dossier. On continuera à parler de cette menace russe qui monte parce que visiblement les mots de Steve Witkoff ne sont pas du tout rassurants, notamment pour les voisins directs de la Russie. On va parler barricades, mines antipersonnelles, on va parler de tranchées avec vous, colonel Michel Goya. Vous allez nous expliquer la ligne défensive pour les nuls, en gros, devant le grand écran. Et vous allez voir que c'est une réalité. Regardez, ce sont des images qui nous viennent de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. A tout de suite sur LCI. Face à la menace russe, l'Europe se barricade. Bonsoir, soyez les bienvenus dans la suite de ce grand dossier. On va parler de ces voisins de la Russie qui sont prêts à tout pour se protéger, même à installer des mines antipersonnelles pourtant interdites. Mais d'abord, c'est l'essentiel de l'actualité et direction le tribunal correctionnel de Paris avec Gérard Depardieu qui est jugé en ce moment même. Son procès a débuté en début d'après-midi. L'acteur est jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts. 4 ans après l'affaire, l'acteur qui ne s'était pas présenté à la première audience est cette fois présent. Il fait désormais face au juge et à ses victimes présumées. Et puis cette agression qui suscite l'indignation dans tout le pays, celle du rabbin d'Orléans. C'était samedi après-midi. Il a été agressé en pleine rue, en présence de son fils de 9 ans. L'agresseur est un adolescent de 16 ans. Le ministre de l'Intérieur condamne, je cite, le double visage de l'antisémitisme, celui de l'islamisme et de celui de l'extrême gauche. Écoutez, Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement national, il était notre invité dans la matinale de LCI. Ce qu'il faudrait, c'est qu'enfin, on prenne à bras-le-corps le problème. Il y a des responsables politiques. Quand M. Mélenchon dit l'antisémitisme en France est résiduel, non, c'est pas résiduel. Les actes antisémites ont augmenté de 192%. En un an. Quand il y a des députés comme Madame Obono qui le lendemain du 7 octobre refusent de dire que le Hamas est un mouvement antisémite, ça doit être sanctionné. Et toujours en France, cette affaire tentaculaire, celle de Mohamed Amra. 24 nouvelles personnes ont été interpellées aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur l'évasion du narcotrafiquant en mai dernier. C'est la 4e vague d'interpellation depuis son arrestation en Roumanie.
La suite de votre grand dossier, nous partons cette fois à l'est de l'Europe. Se défendre face aux voisins russes, c'est un peu le mot d'ordre pour les voisins de la Russie. C'est un cri d'alerte qui est lancé par une seule et même voix, la Pologne, les pays baltes, la Finlande. Ils sont prêts à tout pour se protéger, même à se retirer de la Convention d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Et cette fois, c'est la Lituanie qui a remis une pièce dans la machine. Regardez ce qu'a dit le ministère lituanien de la Défense. À l'instar de la Pologne, la frontière du flanc nord-est peut être renforcée par plusieurs niveaux de fortification, y compris, mais sans s'y limiter, de mines antipersonnelles et anti-chars. Écoutez déjà ce que disait la Lituanie il y a 2 semaines. Le moment est venu de prendre des décisions qui sont peut-être parfois inhabituelles. Mais nous devons envoyer un message stratégique, fort, indiquant que nous serions prêts à utiliser tout ce qui est nécessaire pour nous défendre. Par conséquent, nous sommes en discussion très intense avec nos partenaires de la région afin que les 5 pays ayant une frontière avec la Russie, à savoir la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande, puissent prendre une décision commune et envoyer un message stratégique commun. Et pour en parler, on est toujours avec Magali Barthès, avec Guillaume Roquette, avec le colonel Michel Goya. Adam Sakou nous a aussi rejoint. Bonsoir Adam Sakou, merci d'être avec nous. Expert de l'Europe centrale et orientale, ancien correspondant du Figaro à Varsovie. On va d'abord s'arrêter sur ces mines antipersonnelles. On le rappelle, il y a plus de 160 pays et territoires qui reconnaissent actuellement le traité d'Ottawa, dont l'Ukraine. Les États-Unis et la Russie ne respectent pas ce traité. Le texte interdit aux pays signataires l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. C'est là que vous entrez en scène, colonel Goya. On va pouvoir aller mieux se rendre compte de ce que c'est, parce que ça peut être flou pour certains, et tout le monde n'a pas de mine antipersonnelle dans son jardin. Regardez à quoi ça ressemble. Donc on le rappelle, la Russie n'a pas adhéré à cet accord. Oui. Et depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, eh bien, le pays est devenu le pays le plus miné au monde. C'est ça, une mine antipersonnelle. Oui, alors ça, c'est très exactement une PMN2, c'est donc modèle soviétique russe. Je vous crois sur parole. C'est petit en fait. Les mines antipersonnelles sont généralement assez petites. Elles contiennent des explosifs. Cette mine doit contenir à peu près une centaine de grammes d'explosifs et il suffit de marcher dessus pour la faire détonner. Alors c'est interdit par la Convention d'Ottawa parce qu'en réalité, ces mines qui sont répandues par millions sur les champs de bataille, dans les zones de guerre, il en reste beaucoup après les conflits et que ça fait évidemment des ravages dans la population. Mais pour autant, c'est effectivement très efficace militairement pour renforcer une défense. Donc voilà, c'est à distinguer. Donc c'est plus petit qu'une mine anti-char. Oui, une mine anti-char, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui, comme son nom l'indique, n'est pas destiné à tuer des gens, des hommes. Vous pouvez marcher sur une mine anti-char, enfin sur la plupart des mines anti-char, vous n'allez pas exploser. Maintenant, si vous avez juste des mines anti-char dans une défense, en réalité, il est relativement facile d'aller les chercher, traquer, de les déminer, de les enlever avec des humains. Alors que si, autour de cette mine anti-char, vous avez des mines antipersonnelles, et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors, donc l'idée, si on regarde un peu la carte en Europe de l'Est, ce serait de miner toute la frontière avec la Russie. C'est en tout cas l'idée qui monte du côté des pays baltes et de la Pologne. Ça représenterait 1000 kilomètres, vous voyez. Donc, ils veulent aussi miner la frontière avec l'allié russe, la Biélorussie. Et aussi l'exclave de Kaliningrad qui fait partie donc de la Russie. Oui. Si on prend un petit peu de distance, on va pouvoir apercevoir la Finlande aussi. Oui. Si on regarde aussi la frontière russo-finlandaise, ça représenterait 1100 km de plus, ce qui fait 2100 km de mines. Ça reviendra à combien de mines antipersonnelles ? Là, on va parler par millions. En réalité, si vous voulez vraiment... Ça veut dire qu'il faut en mettre tous les combien de Ça dépend, il faut en mettre plusieurs par mètre carré ou par dizaines de mètres carrés, enfin plusieurs dizaines en tout cas par hectare, incontestablement. Mais il n'y a pas que les mines, bien évidemment. Il faut bien comprendre qu'en réalité, ce qu'il s'agit, c'est d'établir des barrières, de véritables murs. Un des enseignements de la guerre en Ukraine, c'est que ce qu'on appelle militairement les fortifications de campagne, des trous, des champs de mines, des choses comme ça marche. On n'aime pas ça.
c'est ingrat, c'est sale. Ça signifie surtout qu'on s'engage dans des choses qui ressemblent à la Première Guerre mondiale, des choses qui sont longues, des opérations très longues, mais pour autant, c'est extrêmement efficace. D'ailleurs, on le voit bien. Mais ça représenterait une très grande distance. Quand on regarde en tout cas tous ces kilomètres, ça concerne 2100 kilomètres. Oui, c'est un investissement considérable. Mais il n'y a pas d'autre choix, c'est-à-dire en particulier pour les pays baltes. Regardez les pays baltes, par rapport à la France, c'est tout petit, c'est un quart de la France. Les 3 pays baltes, c'est 8 millions d'habitants. Ces pays sont relativement faibles militairement et ils n'ont pas de profondeur stratégique. Donc pour eux, une barrière, c'est essentiel parce que ça peut aller au mieux dissuader la Russie d'attaquer en disant voilà, bon, je suis face à des défenses qui sont formidables et derrière, il y a des troupes qui sont prêtes. Bon, c'est trop dur. Mais à défaut, ça permet au moins de freiner l'ennemi, de freiner une attaque russe, en attendant peut-être, par exemple, des renforts de l'OTAN qui viendraient venir à leur secours. Mais c'est indispensable, au moins pour arrêter. Et au mieux pour freiner un ennemi, surtout comme dans ces pays. Derrière, on est alors soit tout petit, soit c'est beaucoup plus grand pour la Finlande. En plus, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais la Finlande, c'est 5 millions d'habitants aussi. Je veux dire, c'est pas même en mobilisant tout le monde, on est très loin de la puissance militaire russe. Alors, si jamais un de ces pays est attaqué, on n'utilise pas que les mines antipersonnelles, ce que vous disiez, on met en place toute une ligne défensive avec différentes couches. Donc, on a voulu, évidemment, vous nous avez beaucoup aidé pour faire ce schéma. Pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc la ligne défensive pour les nuls, ça donne d'abord une tranchée et des points d'appui. Donc expliquez-nous. D'abord en zigzag. Pour se protéger du feu, il n'y a pas 36 solutions, il faut creuser et il faut se mettre dans la terre. Et là, on est relativement à l'abri. Donc au bout de certains trous, ça devient une tranchée, une ligne. Alors c'est en zigzag pour éviter ce qu'on appelle les tirs d'enfilade, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas tirer, donc vous là, cloisonnez le terrain. Tranchées, en gros. Vous en mettez plusieurs, ça peut s'étendre sur des kilomètres de profondeur, tout ça. Donc des tranchées, les ronds, ce sont des points d'appui, c'est-à-dire que régulièrement vous mettez des endroits qui sont un peu plus durcis, des bunkers, où là vous allez utiliser des armes plus lourdes, des canons mitrailleurs, qui sont aussi d'ailleurs des enseignements de la guerre en Ukraine, des canons mitrailleurs qui tirent très loin, etc. Des abris, vous aménagez tout ça, et là vous avez quelque chose qui est déjà solide. Derrière ces lignes de défense, vous avez l'artillerie, vous avez les drones, etc., qui vont venir pour vous appuyer. Mais devant, pour solidifier encore ces lignes et pour ralentir, voire stopper une attaque, vous avez un club sandwich en fait, de différentes couches. Donc là, on fait un petit peu ce qu'on veut ou ce qu'on peut, en tout cas. Voilà. Donc vous avez quelque chose à la fois pour freiner ou arrêter les chars. Donc vous avez une fameuse dent de dragon. Qu'on a beaucoup vu d'ailleurs. Effectivement, vous avez des fossés anti-chars, avec ces simples trous, des barrières qui sont trop larges pour des chars. Donc c'est plus compliqué pour les franchir. On peut mettre des barbelés ou des barrières. Vous pouvez ensuite mettre des mines anti-chars, effectivement. Vous pouvez mettre des barrières pures. Au passage, ça a aussi une fonction, je dirais, un peu policière. Ça permet de contrôler effectivement la frontière. Donc des barrières avec des barbelés pour empêcher les gens de franchir. Vous mélangez des mines, effectivement, des champs de mines, on en a déjà parlé. Vous mélangez des mines anti-chars et des mines antipersonnelles. Et vous avez quelque chose qui devient extrêmement difficile à franchir. D'autant plus que pendant que vous attaquez, vous pénétrez en tout cas dans cette zone, vous vous faites tirer dessus. C'est-à-dire que si en même temps que vous êtes dans la zone minée et que vous essayez de déminer, d'ouvrir des passages, et qu'en même temps vous faites tirer dessus depuis les points d'appui et en même temps depuis l'artillerie qui est derrière ou les drones qui arrivent dessus, c'est pratiquement mission impossible. Ça devient extrêmement difficile. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'offensive ukrainienne à l'été de 2023 face à des lignes de défense russes qui étaient organisées sensiblement de la même façon. Donc, encore une fois, ça marche, c'est sale, ça demande un investissement considérable, matériel, ça dénature complètement le paysage, mais ça marche. Vous multipliez par 2, par 3 votre capacité de défense. Et voilà, au mieux, on revient sur ces pays baltes, ça peut contribuer à dissuader, c'est ça l'enjeu en fait, c'est dissuader la Russie de venir attaquer ces pays. Dans ce cas-là, ces barrières auront réussi leur objectif, auront atteint leur mission. Merci beaucoup, colonel Goya. On parle aussi beaucoup, Guillaume Roquette, du top du top. On a beaucoup entendu parler de la ligne Maginot.
C'est aussi ça qui nous permet. Enfin, c'est ce que vous me disiez, colonel Goya. En termes de ligne de défense. C'est ce qu'il y avait de mieux. Française. C'est intéressant parce que malheureusement, la ligne Maginot n'a pas fonctionné puisque les Allemands l'ont contournée. Et c'est ça, le risque aujourd'hui, c'est de construire une nouvelle ligne Maginot, c'est-à-dire de construire la guerre d'hier. La guerre d'hier, c'est laquelle ? C'est celle de l'Ukraine. C'est la Russie qui envahit militairement l'Ukraine. Mais il y a d'autres moyens de faire la guerre. Les Russes peuvent, par exemple, essayer de soulever des troubles dans des populations russophones de pays qui sont voisins de la Russie. Ça aussi, c'est un moyen d'agir. Et donc, ce qui est difficile pour l'Europe, c'est qu'il faut à la fois se préparer à une menace directe. Donc là, effectivement, pour ça, comme on vient de l'expliquer, il faut mettre des défenses militaires et puis il y a d'autres défenses aussi à installer. Je voudrais juste dire un mot, parce que je trouve que c'est très intéressant, sur les mines antipersonnelles. Vous l'avez dit à juste titre, les mines antipersonnelles sont interdites par une convention internationale. Mais je pense qu'il y a un moment où, quand la menace évolue, l'état de droit doit évoluer aussi. Vous savez, c'est un débat qui revient souvent dans nos sociétés occidentales. Vous comprenez cette décision qui peut sembler choquante pour je pense que parfois, nécessité fait loi. Et que donc, c'est intéressant parce que c'est un thème, encore une fois, qui revient beaucoup, notamment aux États-Unis, où on reproche à Trump de ne pas respecter l'état de droit. Oui, il y a des moments où parfois l'état de droit, il doit évoluer. Oui, et j'imagine, Adam Sackou, que vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que c'est un discours qui ressort de plus en plus, notamment en Pologne ? Oui, absolument. Aujourd'hui, en Pologne, on considère qu'on est vraiment déjà presque en guerre. Ça a été rappelé. On a déjà des actes très importants qui ont lieu sur le sol polonais. On a parlé d'actes de sabotage. On a des incendies qui sont déployés par des agents recrutés par la Russie. Et donc, on a une population qui est définitivement prête et à l'écoute des leaders politiques et qui comprend parfaitement le fait qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle ère et on n'exclut pas du tout le scénario du pire, c'est-à-dire un scénario dans lequel effectivement la Russie pourrait peut-être tenter une incursion. On parle surtout des États baltes parce qu'ils sont plus vulnérables. La Pologne est sans doute mieux préparée, mais toutefois on pense que c'est quelque chose qui est possible. Néanmoins, ça sera quand même un défi important pour la Pologne. Je pense que l'aspect humanitaire est quand même crucial. On le sait très bien que l'immigration organisée par la Biélorussie, par la Russie, sur les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est un fléau qui perdure et il faudra être vigilant à ce que justement ces mines antipersonnelles, si elles sont déployées, de quelle manière en termes de logistique, en termes opérationnels, il faudra être extrêmement vigilant à ça. Peut-être qu'il faudra déployer des technologies nouvelles qui permettront de parfois bloquer l'utilisation des mines, les activer à distance, etc., etc. Donc ça, je pense que ça va être quand même un défi important. Et puis aussi un autre défi qui a été légèrement évoqué par le colonel Goya, ce sera l'aspect industriel. Il faudra être capable de répondre présent ici sur l'effort de production qui va être nécessaire. Les États baltes, la Pologne et puis sans doute les États nordiques aujourd'hui sont alignés sur l'analyse de cette menace. Aujourd'hui, l'Union européenne également, puisque le bouclier oriental de l'Union européenne a été approuvé par le Parlement européen comme une priorité, c'est-à-dire le déploiement de technologies importantes, de barbelés, de murs, de systèmes de surveillance, de drones le long de ces centaines de kilomètres qui partagent l'UE et la Russie. Maintenant, il va être nécessaire de voir dans les faits si on est capable de répondre à cette exigence d'ici 4-5 ans, c'est-à-dire 2030, peut-être que la Russie sera prête à mener des actions hostiles plus importantes dans le corridor de Souvalki, c'est-à-dire cette zone géographique entre Kaliningrad, la Biélorussie et puis au sud donc la Russie. Magali Barthès, à entendre Adam Sackou, on a quand même le sentiment que l'élection de Trump a déclenché un seuil d'alerte maximal. Oui, parce qu'en fait, il y a cette menace qui vient de l'Est et puis il y a aussi cette menace que les Américains ne fassent pas jouer l'article 5 de l'OTAN et ne volent pas au secours si, en effet, un des États baltes, notamment, était attaqué. Donc, surtout, on entend les États-Unis qui justifient d'une certaine façon l'invasion de Donc, cette double menace, il y a un sentiment pour l'Europe d'être pris en étau, en fait, d'avoir un danger à l'Est et à l'Ouest, cette protection qui n'est plus assurée. Et c'est vrai que les États baltes, notamment la Lituanie, s'inquiètent particulièrement. Le chef de l'État lituanien disait à Bruxelles la semaine dernière
on n'a plus que quelques années. Il y en a même certains dans les services lituaniens qui s'inquiètent, notamment en septembre prochain, il y aura des grands exercices qui s'appellent Zapad 2025. Ce sont des exercices militaires entre la Russie et la Biélorussie. C'est tous les 4 ans et ça appelle un énorme déploiement de militaires, d'équipements, et notamment les États baltes et la Lituanie, on le voyait sur la carte, qui est vraiment de l'autre côté de la Biélorussie, s'inquiètent qu'à cette occasion, peut-être, les militaires russes et biélorusses tentent quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette accélération, c'est qu'on regarde tous les moments du calendrier aussi qui pourraient être l'occasion d'une provocation côté russe, et donc on voit ce renforcement et la décision en effet de ces États baltes, de la Pologne, de sortir de ce traité d'Ottawa. Mais colonel Goya, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout doit être permis pour se défendre finalement? Est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas d'autre alternative que ces mines antipersonnelles? Notamment Guillaume Roquette qui disait qu'il trouvait ça plutôt logique en fait et puis justifié. Je suis complètement d'accord, mais on a eu le même débat par exemple avec les armes à sous-munitions. Qui sont également interdites par un certain nombre de pays, c'est-à-dire des projectiles vous lancez qui larguent des dizaines, voire des centaines de grenades, de petites grenades quelque part. Donc certains pays comme la France s'interdisent d'utiliser ce genre de munitions. Mais, et donc on s'est posé la question au moment pour les Américains d'en livrer aux Ukrainiens. Mais les Ukrainiens disaient, mais attendez, en attendant, la menace prioritaire, ceux qui tuent des Ukrainiens en ce moment, ce sont les soldats russes. Ça, c'est la menace immédiate. On verra plus tard, éventuellement, pour la dépollution du terrain, ce que ça peut donner. Mais le moyen de sauver des Ukrainiens, en fait, c'est de tuer des Russes et d'utiliser, en réalité, ces armes. Donc, oui, alors on peut, effectivement, ça a été évoqué, on peut modifier ces armes, les moderniser, faire en sorte qu'elles aient un temps d'utilisation, d'emploi qui soit limitée dans le temps, par exemple, et qu'elle s'auto-neutralise assez rapidement. Mais bien sûr qu'il faut pas se les interdire. Mais malheureusement, c'est très efficace. Sur des millions de mines antipersonnelles, c'est quand même compliqué de mettre ça en œuvre. Oui, bien sûr, non, mais après, ça aussi, la manière dont normalement, si on fait les choses bien, on sait où on pose nos mines. Vous avez des plans, vous êtes capable de les relever. Voilà. Même dans la précipitation. Maintenant, vous avez d'autres systèmes où s'en contenter simplement de jeter très loin des mines, alors qu'ils sont visibles pour le coup, mais personne ne sait véritablement où elles sont. Donc ça, c'est notamment les Russes utilisent beaucoup ce genre de système. Donc voilà, mais bien sûr, mais on peut faire finalement au bout du compte le même constat pour pratiquement toutes les armes. Toutes les armes par définition sont dangereuses, quoi. Bien sûr. Je voudrais aussi vous montrer pourquoi ces pays de l'Est sont de plus en plus inquiets. C'est notamment les propos de la Russie qui peuvent faire froid dans le dos. Regardez ce que dit l'ancien vice-premier ministre de la Fédération de Russie il y a quelques jours, c'est Surkov, qui dit que le monde russe n'a pas de frontières. Le monde russe est partout. Nous nous étendrons dans toutes les directions aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. Adam Sakou, on se souvient aussi de Vladimir Poutine qui en 2016 disait à un petit garçon « Les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part ». C'est ce discours-là aussi qui résonne notamment en Pologne. Oui, effectivement, cette propagande russe et ce discours expansionniste, néo-impérialiste également, qui est aussi prononcé par l'intermédiaire d'autres hauts dirigeants russes comme Medvedev par exemple, qui parlent, y compris de la Pologne. Donc effectivement, il y a cette inquiétude et donc il y a cette volonté véritablement de préparer la population à cela, au scénario du pire, comme je l'évoquais. Aujourd'hui, en Pologne, on a vraiment une organisation qui a été vraiment avec des efforts qui sont déployés, qui sont très importants. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a annoncé la volonté d'instaurer une mobilisation des hommes adultes et notamment de les inciter à s'inscrire à des formations militaires avec des incitations financières notamment pour participer à des exercices militaires d'une durée d'1 jour, 3 jours, voire 1 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On a en Pologne aussi, et c'est le cas pour les autres pays comme les États baltes, notamment la Lituanie, le déploiement et la construction d'abris et la modernisation
mobilisation de ces derniers. Et puis, c'est le cas aussi en Suède, mais ça va aussi arriver en Pologne. D'ici la fin de l'année, chaque ménage polonais va recevoir un guide de survie pour que les foyers polonais soient en mesure de se préparer justement à des situations de crise, c'est-à-dire à être autosuffisants pour 72 heures. Donc on est véritablement dans ce genre de cas de figure. On craint malheureusement que la paix en Ukraine ne soit pas durable et que demain peut-être via des guerres informationnelles, peut-être que l'Ukraine tombera sous le joug de Moscou. Ce n'est pas exclu malheureusement. On a évoqué bien sûr le fait que l'intégration avec la Biélorussie est de plus en plus prégnante. On voit les images ici à l'écran de cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines entre les deux dirigeants, entre Minsk et Moscou. Donc voilà, au vu du contexte géopolitique, de la fragilité de l'article 5, effectivement, on essaye d'être absolument résilient en Pologne. Merci beaucoup Adam Sacou d'avoir été avec nous dans ce grand dossier. Dans un instant, on parlera de ce cessez-le-feu, si jamais on y arrive. Comment le faire respecter? Guillaume Roquette, est-ce que ça vous avait bondir de votre chaise d'entendre des soldats chinois qui pourraient peut-être venir en Europe pour faire respecter ce cessez-le-feu? Oui, parce que ça voudrait dire que les Européens ne sont plus capables eux-mêmes d'assurer la sécurité de leur continent. Donc une humiliation pour l'Europe. Il en sera question dans un tout petit instant. Restez avec nous sur LCI. De retour dans votre grand dossier sur LCI, merci d'être avec nous. Qui pour faire respecter un éventuel cessez-le-feu? Les casques bleus, Vladimir Poutine a dit non. Et s'il s'agissait finalement des casques de l'armée rouge? Ça semble fou, mais oui, regardez, la Chine envisagerait apparemment de participer à d'éventuelles forces de maintien de la paix en Ukraine. Louise Malnois, vous êtes notre correspondante à Pékin. Bonjour. C'est vrai que c'est un scénario que l'on commence de plus en plus à entendre. C'est une information publiée par le journal allemand Die Welt ce week-end, citant des sources diplomatiques. La Chine envisagerait de participer à une mission de maintien de la paix en Ukraine. Concrètement, Pékin enverrait des soldats. Alors c'est pas inédit pour la Chine de participer à ce genre de mission, mais ce serait bien la première fois que des soldats chinois seraient déployés sur le territoire européen. Alors cette hypothèse, elle est jugée crédible, en tout cas aux yeux d'un ex-colonel de l'armée populaire de libération, cité par le journal hongkongais South China Morning Post il y a quelques jours. Lui, il voit l'opportunité pour la Chine d'accroître son influence pacifiste. Pékin pourrait en fait convaincre Moscou d'accepter l'idée du déploiement de troupes étrangères, de troupes principalement occidentales, en Ukraine à l'issue d'un accord de cessez-le-feu trouvé. Pékin, je vous le rappelle, n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine et entretient depuis des liens particulièrement privilégiés avec le Kremlin. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères chinois, à travers l'un de ses porte-paroles, a rejeté l'idée d'envoyer un contingent chinois. L'idée est-elle pour autant définitivement écartée? Elle pourrait peut-être s'inviter lors des discussions du sommet de la coalition des volontaires qui se tiendra jeudi à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron en présence de Volodymyr Zelensky et de plusieurs alliés de Kiev. Merci beaucoup Louise Malnois depuis Pékin. Alors c'est vrai, vous le rappeliez vous aussi à juste titre, Magali Barthès, que la Chine, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a démenti cette information. Néanmoins, on sait aussi que la Chine joue un double jeu depuis le début de cette guerre en Ukraine. Oui, non, il est certain que la Chine, elle est dans une position d'attente pour le moment. Elle regarde ce qui se passe et elle voit le rôle qu'elle peut jouer demain. Et c'est vrai que on entend de plus en plus parler de cette offre de service que pourraient faire les Chinois. Alors, des casques bleus chinois. Bon, les casques bleus n'ont jamais démontré leur utilité sur le terrain pour faire respecter la paix. Et c'est pas le colonel Goya qui vous contredira. Voilà. Deuxième qui a été casque bleu. Qui a été casque bleu. Deuxième remarque, les casques bleus, il faut passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a la Chine, il y a la Russie. Ça veut dire qu'il faut aussi que ce soit accepté par la Russie. Vous savez que le projet français et britannique de force d'interposition éventuellement au sol en cas où d'un cessez-le-feu qui va être discuté notamment jeudi à Paris, pour le moment est rejeté. Il n'est pas question pour Moscou d'accepter le déploiement de forces étrangères, de forces de l'OTAN, même si ce ne serait pas sous la bannière de l'OTAN, en Ukraine. Des casques bleus, est-ce que ça pourrait être accepté?
Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était à Bruxelles la semaine dernière lors du Conseil européen. Il a en effet fait un point sur l'Ukraine et sur les autres conflits. C'est pour ça que cette idée aussi, elle a été relancée. Les Chinois, évidemment, ont tout à gagner de toute manière à se proposer comme ça en médiateur, en force de paix. Tout ça leur permet en plus de s'immiscer dans le règlement d'un conflit sur le sol européen. Même si officiellement aujourd'hui c'est démenti, c'est pas pour autant que demain ce ne sera pas proposé, ou en tous les cas cette idée n'est pas tentée comme un ballon d'essai. Est-ce que pour vous ça peut être une bonne idée, Guillaume Roquette? Pour moi, c'est pas très grave, mais... C'est une fausse bonne idée ou pas? Pour Donald Trump, ce serait quand même un comble. Oui. On explique depuis le début que la seule justification à l'attitude américaine, c'est d'essayer de contrer l'influence chinoise en séparant Moscou de Pékin. Et voilà que ça nous ferait arriver des troupes chinoises en Europe. Enfin, on marcherait vraiment sur la tête, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à y croire. Mais après tout, il y a tellement de surprises dans ce conflit que ça n'en ferait jamais qu'une de plus. Michel Goya. Alors, sur cette affaire, l'équation est assez simple. Il ne peut y avoir de troupes sur place en Ukraine, de troupes étrangères, qu'après un cessez-le-feu. Il ne peut y avoir de cessez-le-feu que, par principe, avec l'accord des Russes. Et les Russes ont dit, il n'y aura pas de cessez-le-feu, on ne signera rien s'il est envisagé d'envoyer des troupes de combat en Ukraine, c'est-à-dire des troupes qui, un jour, pourraient peut-être s'opposer à nous, et si on décidait de retenter le coup et de réattaquer l'Ukraine. Et donc, il ne peut y avoir que soit rien du tout, quelques observateurs, soit une force inutile qui fera rien du tout, mais qui permettra de sauver un peu les apparences pour ceux qui veulent jouer un rôle, pour les faiseurs de paix, etc. Donc, bataillon de casques bleus ou équivalent. Mais donc des forces impuissantes. Au passage, d'ailleurs, autant mettre des mannequins en bois, ça coûtera beaucoup moins cher. Mais à la limite, c'est peut-être envisageable, ce serait peut-être acceptable, effectivement, pour les Russes. Chinois. Et dans ce cadre-là, des Chinois, alors les Chinois participent à un certain nombre de missions ONU. Vous avez des milliers de casques bleus chinois en Afrique, en particulier. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas en Europe? Le seul avantage que j'y vois d'une certaine façon, c'est que si vous avez un bataillon de casques bleus chinois en Ukraine et que les Russes retentent le coup et retentent une opération offensive sur le sol ukrainien et qu'ils rencontrent des Chinois, là, il y aura quand même malgré tout une petite difficulté, au moins diplomatique, vis-à-vis de leurs alliés. Voilà. Pour le reste, en réalité, ça n'a pas grande importance. On va aller demander son avis à Jérôme Garraud, notre correspondant à Moscou. Rebonsoir Jérôme. C'est vrai que Vladimir Poutine pourrait bien dire oui à une présence chinoise en Ukraine. Rebonsoir. Alors il est certain que pour Vladimir Poutine, voir une force de maintien de la paix composée de soldats chinois, c'est quelque chose qui lui conviendrait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il accepterait automatiquement une coalition avec la Chine et des nations européennes. Tout dépend du nombre de soldats, des proportions, mais déjà par le passé, à plusieurs reprises, le Kremlin a répété qu'il était pour lui inacceptable de voir des soldats de pays membres de l'OTAN sur le sol ukrainien. Donc ça comprend les nations européennes, et depuis que le président français Emmanuel Macron a expliqué que la Russie était une menace existentielle pour l'Europe, eh bien Moscou fait valoir le fait que ces soldats ne seraient pas neutres, mais dirigés contre la Russie. Alors cette proposition d'avoir des soldats chinois peut infléchir la position de Vladimir Poutine, encore que la Chine, vous savez, n'est pas vue ici comme une alliée absolue et éternelle, mais plutôt comme une autre grande puissance qui suit ses intérêts et qui ne va pas s'opposer frontalement à la Russie. Ouais, merci beaucoup Jérôme Garraud depuis Moscou. Guillaume Roquette, est-ce qu'on peut faire confiance aux Chinois dans la mesure où ils ont eu un double jeu depuis le début de cette guerre en Ukraine? Est-ce qu'on pourrait leur faire confiance pour faire respecter ce cessez-le-feu, ou en tout cas donner les bonnes informations aussi? Ce ne serait pas exclu, parce que vous avez raison de dire que les Chinois ont refusé de choisir leur camp dans ce conflit. Plus exactement, si, ils ont choisi le camp russe, puisque ils ont fourni des équipements à la Russie, mais jamais d'armes. Et de la même façon, les Chinois ont toujours joué un rôle
de modération lorsque les Russes menaçaient d'utiliser l'arme atomique dans ce conflit. Et Pékin envoyait des messages très clairs en disant même pas en rêve. D'abord parce que c'est mauvais pour le business. Donc je pense que oui, les Chinois ont intérêt à temporiser. Ils ont surtout intérêt à accroître leur influence parce que c'est là leur politique qui ne change pas depuis au moins 10 ans. Et ce serait évidemment une manifestation symbolique incroyable de l'avancement de leur influence, en particulier en Europe. C'est-à-dire qu'on aurait les Européens qui seraient bloqués et donc incapables d'essayer de garantir ce cessez-le-feu s'il était signé. Mais à la place, on aurait des Chinois, ce qui serait quand même un retournement de l'histoire, une humiliation quand même, c'est vrai pour les Oui, Guillaume Européens. Rocard parlait d'humiliation, non seulement pour Donald Trump, mais aussi pour les Européens. Ce serait une humiliation pour l'Europe. Il y aurait des BRICS en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça irait vraiment aussi dans le sens du rôle que veut jouer la Chine. C'est-à-dire qu'elle cherche à se poser comme une grande puissance de stabilisation dans un monde extrêmement incertain. C'est notamment ce que dit son ministre des Affaires étrangères. Et c'est vrai que de toute manière, faire cette offre de service, ça va dans ce sens-là. Ça va dans nous sommes une puissance responsable. Et donc, ça sert quand même les intérêts chinois de faire, en fait, de lancer ces ballons d'essai et de faire filtrer dans la presse européenne ce genre d'informations. Colonel Goya. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. La Chine se pose toujours en faiseuse de paix. Et donc, c'est très pratique, ça ne mange pas de pain de proposer d'être présente dans cette force de maintien de la paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand dossier.